quelques instants en attendant que tout le monde puisse bien nous rejoindre sur Twitch. UKG, c'est que ça se connecte un petit peu pas. On peut le nom. Bon, je pense d'ici 2-3 minutes, on va pouvoir commencer à lancer. Top. Donc ouais, si on discute, on peut mieux que vous entendrez, parce que voilà, c'est continu. Alors pour le moment, j'ai une budget de 30. Merci à tous pour être là. On commence encore. Donc on va lancer le live et on va lancer la conférence d'ici 4 minutes. Donc voilà, vers 40. À tout de suite.
Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, ouais. Bonjour, on t'entend bien. D'accord, super. Donc nous allons commencer la présentation. Donc vous assistez à la première Crypto Night édition spéciale intelligence artificielle de notre nouveau pôle d'intelligence artificielle chez CryptoSphere. Du coup, voici comment va se dérouler la conférence. Nous aurons tout d'abord une séance introductive sur l'IA en général et le domaine de l'assistance vocale, puis une présentation de Vocal Coach et de son utilisation de l'intelligence artificielle, puis celle de Codesk. Puis après, une fois aux questions. Donc, aujourd'hui, en 2021, bientôt, donc on verra que plus de 50% des recherches se feront par voix. Donc pourquoi la voix devient-elle si appréciée? Tout d'abord, c'est parce qu'elle permet d'accomplir plusieurs tâches simultanément. Une simple conversation laisse les mains libres. De plus, elle donne une réponse rapide et facile d'accès, car on parle plus vite qu'on écrit. De plus, elle est sécuritaire, car elle peut être utilisée en mouvement, que ce soit en marchant, en pédalant ou encore en conduisant. Le regard reste fixé sur le plus important, l'environnement extérieur. De plus, elle évolue et se perfectionne. Aux États-Unis, 67 millions d'objets connectés par la voix permettent à l'intelligence d'avoir beaucoup d'objets connectés, permet d'avoir une base de données plus importante et ce permet de faire grandir l'intelligence artificielle. Donc, on peut voir qu'aujourd'hui, l'IA est vachement démocratisée grâce aux assistants vocaux. Tout d'abord chez les particuliers, car l'intelligence artificielle a un impact sur la technologie depuis des années, et la connaissance du grand public sur l'intelligence artificielle est majoritairement associée à la course à la transformation numérique des entreprises. Et elle a accéléré l'intégration de l'intelligence artificielle dans les plateformes, les applications ou la formation de technologies entièrement construites en intelligence artificielle. Des applications comme Google Maps, elles utilisent la commande vocale pour interagir avec les conducteurs ou Waze. On a aussi Amazon, Alexa, qui est devenu un mode de vie pour de nombreux Américains. Surtout maintenant, on dit que près d'un Américain sur 5 a accès à un haut-parleur intelligent. Donc on voit que depuis ces derniers mois, c'est les enceintes intelligentes qui utilisent la reconnaissance vocale, comme Google Home, Amazon Echo ou Apple HomePod, qui font beaucoup parler d'elles. Ce sont les derniers objets connectés en vogue qui s'invitent dans nos maisons et obéissent à nos ordres, nous permettant de connaître la météo, écouter de la musique, régler le son, lancer un film sur la télé et plein de choses. Donc on a les enceintes intelligentes, mais aussi au service des particuliers, on a les assistants vocaux très présents sur les smartphones, comme Siri ou Google. Et depuis peu, avec les enceintes intelligentes connectées, on a aussi ces assistants vocaux. Du coup, si l'intelligence artificielle se démocratise chez les particuliers, elle se développe aussi chez les professionnels. Donc les innovations des géants comme le domaine Apple, Amazon ou Google s'adressent majoritairement au grand public, mais elles ne laissent personne indifférent dans le monde du professionnel. Et les entreprises et startups prometteuses se positionnent déjà sur le segment de l'assistance vocale. Donc pour les entreprises, l'IA conservative est de plus en plus adaptée pour réduire les coûts de l'entreprise, en améliorant le service à la clientèle et en aidant les entreprises à être compétitives dans un contexte de plus en plus instable. Les employés peuvent gagner du temps grâce à l'intelligence artificielle conversationnelle pour saisir les données, tirer des rapports ou effectuer d'autres tâches banales dans leur cadre de travail, notamment dans les DSI. On a identifié des chatbots comme la principale application basée sur l'intelligence artificielle utilisée dans les entreprises. Donc, cela montre bien que les entreprises sont prêtes à explorer davantage, à investir dans la technologie et de la commande vocale, des assistants personnels, pour différentes utilisations. Premièrement aussi dans la méthode publicitaire ou le marketing, parce que l'individu est plus sensible à la façon orale et la façon dont un individu s'exprime oralement
peut être aussi bien retranscrite grâce à l'intelligence artificielle et à l'assistance vocale. Deuxièmement, dans son intégration dans les produits défiants, dans les produits que les entreprises proposent, ils peuvent intégrer cette notion d'assistance vocale ou alors créer leur propre assistance vocale, comme plein de startups, comme la Bank of American Erica, qui ont, comme les banques, qui ont constitué de grandes équipes pour développer des intelligences artificielles conversationnelles, alors que d'autres utilisent simplement Google ou Amazon pour fournir des technologies. Le vocal peut aussi être utilisé pour d'autres aspects plus techniques du monde de l'entreprise, notamment le service administratif. Les assistants professionnels ils peuvent imiter le rôle de l'assistante administrative en organisant des réunions, transcrivant par écrit les comptes rendus de la réunion, créant des listes ou envoyer des rappels de rendez-vous. Mais aussi, ça peut aider les ressources humaines. Un assistant vocal peut répondre aux questions des employés par la voix, pour leurs congés, les procédures internes, remboursement frais, déclaration maladie, voyage d'affaires et autres. Notamment, l'assistante vocale peut être aussi utilisée pour le service automatique, bien sûr pour des traitements plus efficaces des supports de niveau 1, comme la gestion des mots de passe, imprimantes, tout ce genre de services. Puis, elle peut être aussi utile dans le service commercial, car un assistant vocal intégré au CNR pour connaître des comptes de clients, créer une fiche client, noter une remarque ou fixer un rendez-vous. Donc, prochainement, nous allons vivre un virage dans l'organisation du processus interne des entreprises grâce à la voix. Donc, l'intelligence artificielle optimise l'efficacité tout en réduisant le temps passé sur les tâches courantes et ou administratives. Donc, les entreprises ont tout intérêt à se pencher sur ce secteur. Des chiffres pour illustrer le propos. Aujourd'hui, on voit que l'utilisation des technologies vocales par les entreprises triplera au cours des 12 prochains mois. Mais aussi que 85% des entreprises utiliseront la technologie vocale. Mais le chiffre le plus marquant, à mon sens, c'est que 94% des responsables en entreprise considèrent la technologie vocale comme un levier essentiel de la satisfaction client, qui deviendra dans pas très longtemps inévitable. Nous allons à présent laisser le cofondeur de VocaCoach nous expliquer comment ils utilisent justement cette assistante vocale pour aider les particuliers à s'exprimer. Donc, veuillez accueillir M. Télissel. Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc déjà, merci beaucoup à Cryptosphère pour l'invitation et particulièrement à Noah qui a organisé cette conférence. Donc comme ça a été très bien dit, je suis là aujourd'hui pour vous présenter VocaCoach. Donc VocaCoach est une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour proposer de la formation à la communication orale. Alors, donc pour la petite histoire, VocaCoach, c'est une start-up que j'ai cofondée lorsque j'étais encore étudiant à Télécom Sud Paris, avec 3 autres collaborateurs, donc Eva, Paul et Carla que vous voyez ici en photo. Donc cette start-up, c'est comme je disais, nous utilisons l'intelligence artificielle et nous l'avons développée lorsque nous étions encore étudiants à Télécom Sud Paris. Et on est aujourd'hui incubé dans un incubateur qui s'appelle l'IMT Starter, qui est donc présent sur le campus de Télécom Sud Paris et de l'Institut Mintelecom Business School. Donc très rapidement, pour me présenter également, je m'appelle Yanis Telissen et en parallèle, en plus d'être
cofondateur de VocaCoach, j'ai poursuivi donc un doctorat en intelligence artificielle multimodale, dont le sujet est quelque chose qu'on appelle la diarisation audiovisuelle. Je pourrais vous en reparler par la suite si ça vous intéresse. Donc, désormais, je vais vous présenter VocaCoach. Donc, qu'est-ce que nous faisons donc, dans cette startup? Donc, VocaCoach, nous proposons en fait une analyse de l'élocution de n'importe quel utilisateur qui souhaite utiliser notre application. Donc, comment est-ce que ça marche? Ça va être donc une application, un logiciel sur lequel vous allez vous entraîner, donc c'est-à-dire faire une vidéo. Donc, ça peut être sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Et sur la base de cette vidéo, VocaCoach va vous proposer un diagnostic sur votre élocution. Alors, ce diagnostic, il va contenir plein de critères. Ça peut être donc la vitesse d'élocution, l'éthique de langage, mais également des informations sur votre posture, sur vos répétitions, les éventuels tics de votre gestuelle. Et donc, l'idée, c'est justement de mettre cet outil technologique, cet outil numérique donc, qui fonctionne avec l'intelligence artificielle, au service d'une formation donc, qui peut être professionnelle, à savoir en entreprise, si on veut former ses collaborateurs, ou une formation plus académique, à savoir lorsqu'on travaille avec des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs pour former des futurs professionnels. Donc parlons désormais des différentes fonctionnalités de VocaCoach. Donc ce que nous proposons, la brique de base, c'est une formation donc, individuelle, à distance, 24 heures sur 24, à la prise de parole en public. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez vous former donc, quand vous êtes chez vous, à n'importe quel moment, à faire donc, des discours, des présentations, ou à animer des réunions, par exemple. Donc, on analyse, donc, comme je le disais, un grand nombre de critères, dont certains que je vais détailler par la suite. Donc ici, vous pouvez voir, donc, il y a la vitesse, le ton, les hésitations, l'énergie, mais aussi des choses un petit peu plus complexes, comme les expressions faciales, les émotions ou la posture, donc savoir ce que c'est qu'une bonne posture ou une mauvaise posture lorsqu'on souhaite faire une présentation ou une conférence. Donc, cette technologie d'intelligence artificielle, elle a été développée donc, notamment lorsque nous étions encore à Télécom Sud Paris, en partenariat donc, avec un certain nombre de chercheurs, chercheurs notamment en traitement de la parole, qui nous ont permis donc, de mettre au point des algorithmes à l'état de l'art des recherches actuelles donc, en intelligence artificielle, et notamment en traitement de la parole. Mais donc, les compétences de ces chercheurs et donc les compétences techniques s'appuient en fait sur également les compétences de coach en communication orale et d'experts de ces métiers-là, qui eux donnent donc un regard plus appliqué et plus précis sur certains des critères et qui nous permettent donc de déterminer un certain nombre de métriques. Donc je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans les détails de l'intelligence artificielle que nous utilisons chez VocaCoach. Mais avant ça, juste rapidement, désolé, j'arrivais plus à attraper le micro. Rapidement, un exemple donc d'une analyse de VocaCoach sur un discours que vous avez certainement tous vu. Donc c'est le dernier discours donc d'Emmanuel Macron pour l'annonce du second confinement. Donc rapidement, on peut voir quelques-uns des critères que notre application analyse, avec donc ici un graphe sur sa vitesse d'élocution. Quelque chose d'assez impressionnant,
Et de notable qu'on a pu constater, donc en analysant un très grand nombre de vidéos d'hommes politiques ou de personnalités publiques habituées à prendre la parole, c'est qu'en fait leur vitesse d'élocution est toujours autour de 150 mots par minute. Alors c'est assez perturbant de s'en rendre compte au départ, parce qu'on se dirait que les différents hommes politiques ont des vitesses d'élocution très différentes, mais en fait, on se rend compte que tous ceux qui se forment et tous ceux qui sont coachés ont globalement, en moyenne, des vitesses autour de 150 mots par minute. Et ça, c'est des choses dont on a discuté avec les coachs. Et en fait, on se rend compte que c'est pas pour rien. C'est des choses sur lesquelles ils se forment, parce qu'il a été démontré, en fait, qu'on comprend mieux un discours qui est prononcé à 150 mots par minute. Donc, c'est là-dessus. Et donc, on pourrait expliquer ça pour de nombreux autres critères. C'est là-dessus que VocaCoach essaye de former donc, ses utilisateurs à la prise de parole en public en les faisant progresser critère par critère et en suivant donc, des métriques objectives. Donc voilà, comme promis, un retour donc, sur les différentes façons dont l'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui donc, chez VocaCoach. Donc, pour vous expliquer ça, j'ai pris donc, les trois piliers principaux d'une bonne prise de parole. Alors, tout d'abord, le pilier donc, de ce qu'on va entendre, ce qu'on appelle donc l'entendu. Alors, ça va être la voix, ça va être tout ce qui est intonation, tout ce qui va être également vitesse, tout ce qui va être ton, tout ce qui va être également les émotions qu'on arrive à transmettre en prenant une certaine voix ou en prenant une autre. Donc ça va être... ici, j'ai mis quelques mots-clés des techniques qu'on peut utiliser. Ça va être du traitement du signal, ça va être de la détection d'activité vocale, ça va être bien sûr donc, de la reconnaissance de la parole aussi, donc le fameux speech-to-text qui sert aujourd'hui dans de très nombreuses applications vocales. Et donc, comme je le disais, la détection des émotions. Ensuite, on va avoir donc, le vu, tout ce qui va être visualisé. Donc, qu'est-ce que vous allez voir d'un orateur lorsqu'il se tient sur une scène? Ça peut être sa posture, ça peut être sa gestuelle, mais ça peut être également tout un tas de micro-gestes et de micro-attitudes qui finalement transmettent elles aussi un message et qu'on va vouloir donc perfectionner lorsqu'on s'entraîne à l'expression orale. Donc là-dessus, on utilise également de l'intelligence artificielle pour définir les critères. On va avoir donc toute la thématique de la computer vision. Je vais un petit peu moins m'attarder là-dessus, puisqu'on doit parler plus de vocal aujourd'hui, mais c'est également très, très important. Je vous présenterai quand même une ou deux images pour montrer ce qu'on fait aujourd'hui chez VocaCoach. Donc, j'ai mis également quelques mots-clés, donc les réseaux convolutifs qu'on retrouve très souvent dans les applications de traitement de l'image, qu'on va aussi retrouver dans les traitements vocaux, mais un petit peu moins, ils sont en général associés à l'image, c'est pour ça que je les ai mis ici. Et enfin, donc le dernier pilier, ça va être tout ce qui est compris, donc ça va être le contenu finalement du discours. Ici, on va donc faire intervenir un domaine qui s'appelle le traitement du langage naturel. En général, on parle en anglais, donc c'est NLP, Natural Language Processing, avec tout plein de sous-catégories, donc notamment le POS tagging, dont je vais reparler juste après, et qui va nous permettre de faire des suggestions de reformulation pour proposer aux personnes d'améliorer leur discours. Donc, je vais maintenant détailler ces trois piliers en m'attardant un petit peu plus sur le pilier audio. Donc, voilà donc les différentes
applications qu'on fait donc de l'intelligence artificielle pour le traitement audio. Alors déjà, on a tout un pan, alors très large, qui va être de l'analyse du volume et du spectre audio. Alors ça va être de l'analyse fréquentielle, ça va être de l'analyse donc de signal en fait finalement, de tout un tas de courbes, de différentes modélisations en fait du signal audio, différentes caractéristiques qu'on va venir donc proposer à des réseaux de neurones et sur la base desquels on va faire de l'apprentissage pour obtenir un certain nombre de critères de l'élocution d'une personne. Alors, une des premières applications, c'est ce qu'on appelle la Voice Activity Detection. C'est très simplement détecter lorsque quelqu'un parle. Alors pour ce faire, on pourrait se dire que des méthodes simples comme une détection de seuil, de volume pourraient fonctionner. Alors ça va être le cas, mais dans des environnements très bruités, avec par exemple un petit peu de bruit de fond ou un appareil électronique derrière ou ce genre de choses qui peuvent générer du bruit, on va avoir des performances beaucoup plus faibles des systèmes simples avec seuil. C'est pour ça qu'on va utiliser des systèmes beaucoup plus complexes. Alors ici, j'ai mis une architecture d'un système un petit peu complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est des réseaux de neurones à la fois convolutifs et récurrents qui permettent donc une analyse très précise et une détection à la microseconde près du début et de la fin d'un discours. C'est une image donc extraite d'un papier de recherche très récent puisqu'il date donc de 2020. Et donc ça propose une architecture et un modèle qu'on appelle In the Wild. Alors, il n'y a pas vraiment de traduction française de cette expression. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est des modèles qui fonctionnent dans tous les cas. C'est-à-dire, peu importe le contexte, peu importe la qualité, par exemple, d'enregistrement du micro, peu importe la vidéo, si elle a été tournée dans un studio ou au contraire, par exemple, dans une voiture avec énormément de bruit, le modèle va fonctionner. Et donc ça, c'est des enjeux très actuels de l'intelligence artificielle. On retrouve ça dans tout un tas de domaines. Arriver à appliquer en fait finalement une IA qui soit suffisamment performante pour fonctionner, peu importe le contexte et peu importe les données qu'on va lui donner, les données qu'on va lui proposer par la suite. Donc pour ce faire, il faut faire un apprentissage très complet avec beaucoup de données très différentes et très variées lors de l'apprentissage pour avoir les performances escomptées à la fin. Donc voilà ce qu'on fait notamment avec VocaCoach. Ça nous permet de détecter les silences dans une prestation orale qui sont bien sûr très importants à marquer lorsqu'on veut faire de bons discours. Le deuxième pilier, donc, c'est le speech to text, bien sûr. Speech to text, donc très répandu dans toutes les applications vocales actuelles. C'est ce qui fait tourner tous les assistants vocaux qu'on connaît, que ce soit Google, Siri, etc., Alexa, etc. Donc ça fonctionne comment? Ça fonctionne déjà avec une détection de phonèmes. Alors, les phonèmes, en fait, ça va être le plus petit caractère finalement qu'on va être capable de détecter dans la voix. Et à partir des phonèmes, on va donc créer des mots à partir de ce qu'on appelle un modèle de langage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de langage? En fait, c'est des modèles qui permettent, à partir d'une succession de phonèmes, en fonction de la langue qui est parlée, donc ça ne sera pas le même modèle en anglais et en français, par exemple, d'obtenir donc des mots, ou en tout cas des probabilités de mots. C'est-à-dire qu'un mot sera plus probable qu'un autre en fonction du modèle de langage. Je n'ai pas précisé également
la détection de phonèmes, ça se fait donc par des réseaux de neurones qu'on appelle les TDNN, qui ont en fait la particularité d'être robustes au temps et de comprendre en fait le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de traiter, euh, au lieu de traiter le signal audio petit segment par petit segment, on va le traiter petit segment par petit segment, mais on va également ajouter une information sur la succession des segments. C'est-à-dire qu'un segment va connaître ce qui a été analysé pour les segments précédents. Et en fait, l'ajout de cette temporalité va permettre d'augmenter les performances de reconnaissance des phonèmes et donc de reconnaissance de la voix. Donc, comme je disais, un petit point rapide sur le côté vue. Donc, tout ce qui est computer vision. Pourquoi est-ce que c'est très important pour nous? Parce qu'il y a une très forte importance du non-verbal. Donc, il y a une étude très connue qui a été réalisée par un monsieur qui s'appelle Mehrabian en 1967 et qui montre qu'en fait, dans la communication, l'importance du visuel est énorme par rapport à l'importance du verbal et du vocal. En fait, ça correspond aux 3 points que j'ai décrits précédemment. Le verbal serait le compris, le vocal l'entendu, et le visuel, exactement ce que je vous présente maintenant, donc le vu. Donc c'est un très fort enjeu pour nous de détecter les gestes, détecter les mouvements pertinents, être capable de dire à quelqu'un, là tu t'agites trop, ou là tu passes ta main dans tes cheveux trop de fois. Donc c'est des choses qu'on fait, notamment avec des modèles de réseaux convolutifs qui permettent d'estimer en fait à chaque instant la pose des individus. Bon, alors là, normalement, il y avait une petite vidéo, mais apparemment, elle n'est pas passée en réalité virtuelle. Le principe, si vous regardez la photo en haut à droite, c'est qu'en fait, à chaque instant, on est capable donc de repérer les différentes articulations du corps et à partir donc des points et de leur trajectoire au cours du temps, on va en déduire un certain nombre de mouvements et, pouvoir établir des critères et donner des informations à l'utilisateur. Pour finir, un point donc, très important sur le NLP, donc la partie compris. Donc on va utiliser donc en grande partie donc une des briques élémentaires du NLP, le Part of Speech Tagging. C'est comme ça que ça s'appelle en fait, c'est être capable d'identifier donc dans un texte les mots, mais pas les mots, pardon, les propriétés grammaticales des mots. C'est-à-dire être capable de dire tel mot est un verbe, tel mot est un complément, tel mot est un nom. Et à partir de ça, en fait, on va être capable de déterminer la structure d'une phrase. Ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre notamment d'ajouter de la ponctuation dans une phrase, ce qui est important si on veut utiliser donc des modèles de speech to text sans ponctuation, ça devient rapidement illisible. Mais c'est également important si on veut faire des conseils donc à l'utilisateur sur la structure de son discours. Donc c'est en ça qu'on va l'utiliser. J'ai mentionné ici quelque chose qui me semblait important. Donc c'est BERT, qui en fait est un moteur de NLP très connu et actuellement certainement un des meilleurs, qui a été développé par Google et dont on se sert. Mais en fait, on va se servir donc de la version française. Alors c'est assez drôle, ils ont appelé ça Camembert. Ça a été développé par
l'INRIA et par l'équipe de Facebook. Et en fait, c'est l'équivalent donc de BERT, mais en français. Ça marche très très bien, c'est assez impressionnant. Tous ceux qui aiment s'amuser un petit peu avec l'IA, je vous invite à tester. Il y a tout un tas de fonctionnalités, notamment pour compléter des phrases. C'est-à-dire que vous mettez une phrase avec un trou, et lui, il va être capable de compléter automatiquement cette phrase. C'est assez impressionnant et ça peut être très utile pour tout un tas d'applications. Donc enfin, j'ai mis un dernier point et j'aimerais finir là-dessus, sur l'importance de l'humain. C'est-à-dire que l'IA, c'est bien, mais dans notre cas, donc ça permet de définir tout un tas de métriques et tout un tas de critères précis pour l'analyse, mais on a toujours besoin donc d'un œil humain et de l'analyse, dans notre cas par exemple, d'un coach en expression orale qui va venir donc regarder les critères obtenus par IA, qui va être capable de les commenter et de faire tout un tas de conseils à l'utilisateur. Donc c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec VocaCoach, c'est justement mettre cette IA au service donc d'une formation auquel il s'intègre donc avec des coachs ou avec des enseignants dans un parcours pédagogique. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Je crois que les questions sont à la fin, mais n'hésitez pas, voilà, j'ai donné également mes contacts. Et merci beaucoup. Merci Yanis pour votre présentation. Nous allons laisser maintenant la parole à Damien Gallet, qui est Head of Security chez Coldesk. Donc, il va nous présenter son entreprise et son utilisation de l'IA. La présentation. Je l'avais fait normalement. Je vois plus maintenant. C'est bon là? Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit écho. Alors, j'arrive pas à appuyer sur le bouton. Et pourtant. Pour la dépasser? Non, mais pour appuyer sur le bouton. L'expérience contrôle. Ouais. À la limite, je peux peut-être vous dire de faire passer la diapo. Ok. Voilà, c'est bon. Super. Donc tout le monde m'entend bien. Tout est bon. Super. Et ben, alors d'abord merci à Cryptosphère pour cette invitation et pour venir parler, pour nous laisser l'opportunité chez Coldesk de venir parler de ce qu'on fait et d'intelligence artificielle et d'interface conversationnelle. Merci Noah, merci Louis, et puis merci Yanis pour cette super présentation, et ça va d'ailleurs venir compléter pas mal des points dont je vais vous parler dans la suite de cette presse. Alors déjà, pour vous présenter un petit peu Coldesk et ce qu'on fait, donc on a été fondé en 2016 chez Coldesk. Moi, j'ai rejoint l'aventure quelques mois après sa création, et
et donc notre objectif, c'est de rendre les parcours clients des services clients par téléphone beaucoup plus faciles et beaucoup plus efficaces. Donc plutôt que d'attendre 45 minutes au téléphone votre conseiller pour des questions qui quelquefois peuvent être un petit peu simples, et ben en fait notre voice bot, enfin notre call bot, notre interface vocale va décrocher le téléphone à la place d'un conseiller en 2 secondes, moins de 2 secondes, et va vous permettre directement de résoudre votre problème sans avoir à forcément attendre un conseiller. Et évidemment, si votre problème est plus complexe ou que le bot, hélas, n'arrivait pas à comprendre, on vous transfère bien sûr à un conseiller qui va se charger de résoudre le problème complètement. Voilà. Donc vous pouvez passer à la diapo suivante. Alors plutôt que de parler de la solution de Cold-Desk, parce que j'imagine que vous représenterez bien ce que c'est finalement une interface avec laquelle vous pouvez discuter. Finalement, on fait un peu comme Google Home, comme Siri. Avec des parcours qui sont bien sûr beaucoup plus longs, puisqu'on peut avoir plusieurs dizaines de questions qui s'enchaînent pour demander, par exemple, quel est votre nom, quel est votre prénom, demander une adresse aussi, et puis évidemment demander un peu les raisons de votre appel et déposer une réclamation. Donc vous imaginerez bien comment ça marche. Et donc là, l'idée, ça va être vous parler des interfaces conversationnelles dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est que les interfaces conversationnelles? Nous, on a déjà fait une bonne introduction au début, donc on ira un peu vite là-dessus. Les différences que ça peut avoir aussi par rapport aux interfaces traditionnelles, donc des interfaces home machine, on a plus l'habitude, donc les ordinateurs, et puis aussi les challenges qui y sont associés. Et puis enfin, on verra dans la suite plutôt pourquoi est-ce qu'on peut développer ces technologies maintenant et pourquoi est-ce qu'elles apparaissent uniquement maintenant, et puis aussi voir un peu le futur de ces technos. Donc voilà, merci pour la diapo. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une interface conversationnelle? Donc voilà, vous en connaissez dans votre quotidien. Vous pouvez avoir des Siri, des OK Google, ou même des enceintes connectées, donc avec lesquelles vous pouvez discuter. Voilà, vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc Damien, c'est que... Ouais. Damien, on vous en parle pas trop. D'accord. Ouais, Est-ce que... Je pense que ça marchera mieux. Ah d'accord, ok. Super. Super. Voilà, très bien. Mais j'avais le petit haut-parleur qui était affiché, donc je croyais que c'était bon. Donc là, ça va mieux? Laisse-moi. Très bien. Donc voilà, ces interfaces conversationnelles, vous les voyez dans votre quotidien. On peut même les voir dans des objets plus petits, par exemple, comme ce que Snips avait fait, et fait toujours d'ailleurs, d'intégrer directement dans les objets du quotidien, dans les interfaces embarquées, des petites interfaces conversationnelles. Et donc évidemment, dans le cas de Cold-Desk, nous on intègre dans le cadre des services clients. Voilà. Donc pourquoi une interface conversationnelle? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un bon moyen pour. C'est toujours à la base une résolution de problème. Qu'on demande à notre enceinte connectée de connaître la météo le lendemain ou de changer de piste sur Spotify, on a toujours un petit besoin. Donc on a toujours un problème à résoudre. Nous, dans notre cas, pour les callbots, ça va être les problèmes de nos clients. Donc par exemple, on bosse pour Enedis, on bosse aussi pour La Poste. Donc voilà, c'est permettre à ces appelants de savoir où en sont leurs colis, pourquoi leur électricité a été coupée. Voilà, c'est un canal qui est familier pour l'humain, donc on n'a pas besoin d'apprendre un nouveau langage et de s'habituer à une interface. On est nativement conçu pour. Voilà, et enfin, on a une très forte expressivité et il y a surtout une capacité de négociation qui est assez forte. Dans le sens où vous allez pouvoir faire une demande beaucoup plus complexe, comme le disait Noah en début de présentation, sur une interface conversationnelle plutôt qu'à une interface web. Voilà. Et donc interface conversationnelle ou IA conversationnelle, voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le débat. Il y a deux sujets
pourquoi est-ce qu'on utilise quelquefois un mot, quelquefois l'autre. Parfois parce que il y a un côté un peu anthropomorphique de l'IA. On a l'impression de discuter avec quelque chose qui est proche d'un humain, donc potentiellement on pourrait le considérer comme être une intelligence. Donc ça c'est le côté un peu complet de l'intelligence artificielle conversationnelle. Mais en réalité, nous on va dire que c'est une IA conversationnelle quand beaucoup des technologies qui nous permettent d'accomplir la mission de l'IA conversationnelle sont en fait basées sur des briques d'intelligence artificielle, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc vous pouvez passer à la suite. Voilà, super. Alors, bon, c'est dommage, les diapos apparaissent pas tout à fait bien. Donc déjà, pour commencer par le début, une interface visuelle, c'est un peu les premières interfaces auxquelles on a été habitué avec nos téléphones, nos ordinateurs. Donc on se retrouve toujours avec un utilisateur qui est en interaction plus ou moins avec une base de données, une base de connaissances. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur l'interface visuelle, l'échange il est très asymétrique parce que l'utilisateur, en fait, il ne fait que rentrer du texte ou sélectionner un item qu'il voit sur son écran. Il transmet tout ça à la machine qui va se charger de valider les données s'il a rentré du texte, qui va s'occuper de faire la corrélation, par exemple s'il a sélectionné ou s'il a cliqué sur un lien, mettons. Qui va s'occuper de faire la relation entre l'image par exemple et le contrôle. Et ensuite on va appeler un contrôleur, donc qui souvent est un code, donc un petit algorithme qui est embarqué dans le serveur. C'est le serveur en lui-même, qui va définir la nouvelle page à afficher, donc va générer un contenu en fonction. Donc, l'utilisateur va se voir retourner un contenu multimédia qui s'avère être en fait beaucoup plus riche en termes d'informations que ce que l'utilisateur a pu envoyer en entrée. Et ça, c'est particulièrement intéressant cette partie d'asymétrie, parce qu'en réalité, l'entropie du système, elle est plus créée du côté du serveur plutôt que du client. L'utilisateur finalement renseigne très peu d'informations et transmet assez peu d'infos dans le système. Voilà. Donc, pour en venir sur une interface un petit peu plus évoluée, un petit peu plus conversationnelle, le chatbot. Donc là, cette fois-ci, un utilisateur, il va rentrer un texte ou une sélection, mais qui va être en langage naturel. Donc voilà, je dis bien texte ou sélection parce que souvent les chatbots n'utilisent pas le texte en permanence. Ils vont souvent laisser à l'utilisateur le choix de sélectionner une case parmi d'autres, par exemple 3 propositions. Si vous contactez le chatbot de votre service client, souvent il va vous demander de spécifier clairement votre demande, et ça il va le faire par le biais d'une sélection. Donc ça permet de réduire un peu le flux d'informations et le volume d'informations à transmettre. Et là, la nouvelle brique qu'on va voir apparaître, c'est une brique de Natural Language Understanding ou Processing, comme disait Yanis tout à l'heure. Ça dépend un peu de quel point de vue on se place. Donc là, on va vraiment essayer de comprendre quelle est l'intention de l'utilisateur en donnant cette phrase. Et donc, une fois qu'on va avoir compris l'intention de l'utilisateur à un moment donné, donc par exemple, vous êtes en train de parler à un chatbot et vous êtes en train de lui demander vous souhaiteriez rembourser votre billet de train, admettons. Et là, l'intention qui va être comprise va être dans le set d'intention qui a été défini par l'application métier. Donc par exemple, si vous dialoguez avec le robot de la SNCF, peut-être que vous voulez connaître l'horaire de votre train, peut-être que vous voulez vous faire rembourser votre billet ou en acheter un autre. Donc vous allez avoir un certain set d'intentions. Il va y avoir une intention qui va être choisie entre toutes, et donc ça va permettre de valider, de comprendre ce que l'utilisateur va faire. Donc ensuite, on va revalider potentiellement les entrées, utiliser un gestionnaire de dialogue cette fois-ci. On parle plus vraiment de contrôleur, c'est plus où est-ce qu'on en est dans la conversation, quelle est la nouvelle, la phrase suivante à prononcer, et on va potentiellement générer un petit peu de contenu. En fonction de ce que le gestionnaire de dialogue nous a renvoyé. Et là, par contre, on voit qu'on est dans un échange qui est beaucoup plus équilibré. L'asymétrie d'information est beaucoup moins grande, parce que finalement, l'utilisateur
renseigne un texte ou une sélection et il va repasser, il va obtenir en retour de la machine un contenu textuel ou éventuellement une image. Donc là, on voit que l'échange est beaucoup plus symétrique. Et là, souvent, on va plus parler de base de connaissances plutôt qu'une simple base de données. Ensuite, donc là, dans le cas du callbot, donc là, moi, je vais vous parler plus du système un peu de Cold-Desk, mais c'est une architecture assez générique. Alors, comment ça marche? Donc, le principe, c'est que vous êtes potentiellement au téléphone avec votre conseiller virtuel, ou vous allez être en train de parler à votre enceinte connectée. Ce qui va se passer, c'est que comme le soulignait Yanis très bien il y a quelques minutes, donc là finalement notre médium ça va être la voix, donc là on se retrouve avec un volume de données qui va être émis par l'utilisateur qui est beaucoup plus grand. La voix va être analysée par un système d'analyse de speech to text qui va retranscrire la conversation donc sous forme d'un transcript. Voilà, c'est très compliqué d'analyser de l'audio directement et d'extraire une intention de l'audio. Donc en fait, on va extraire des transcripts depuis l'audio. Une fois qu'on va avoir identifié ces transcripts, on va l'envoyer à un moteur de NLU, comme le fait le chatbot. Et depuis l'intent qu'on va avoir capté, on va appeler un dialogue manager, toujours, qui va nous permettre de nous repérer dans la conversation. Et cette fois-ci, le dialogue manager, plutôt que de renvoyer en brut le texte, va appeler un système de text-to-speech, donc qui est la synthèse vocale. Donc un enjeu assez important et challengeant de nos technologies. Donc la synthèse vocale qui va synthétiser donc la voix du bot et donc ce bot va vous répondre. Et donc là, vous allez voir, il y a quelques challenges derrière ces architectures. Alors, qu'est-ce qu'il y a un peu comme challenge dans ces systèmes par rapport aux interfaces vocales et par rapport aux interfaces visuelles et par rapport aux chatbots? Alors déjà, c'est que il y a beaucoup de variabilité d'une part pour monter sur le siège. Donc il y a beaucoup de variabilité de l'input. Enfin, on va vraiment parler des différentes manières que l'appelant va pouvoir avoir d'exprimer son intention. Donc voilà, une intention donnée peut s'exprimer de beaucoup de manières différentes, et donc on va avoir beaucoup de variabilité. Et pour extraire l'intention depuis du texte, ça va forcément être depuis la voix, ça va forcément être assez dur. Et ça, c'est une problématique que les chatbots ont aussi. Ensuite, les accents. Voilà, donc on voit, on parle pas tous de la même façon. La façon dont on parle influence beaucoup la façon dont on peut être compris. Il y a les accents entre autres, mais de manière générale, la façon dont on parle. C'est un autre gros challenge de nos architectures. Comment est-ce qu'on peut comprendre n'importe qui? Et dans des environnements potentiellement très bruités. Nous, chez Cold-Desk, on a l'ambition de construire, et on construit déjà des bots que vous pouvez appeler déjà depuis le métro. En cette période de confinement, c'est pas forcément trop vrai, mais voilà, vous pouvez aller dans la rue, vous pouvez appeler nos bots depuis le métro, et ils comprendront quand même. Donc il y a toute une mécanique de filtration et de filtrage qu'il faut mettre en place pour bien comprendre ce que l'humain dit. Et puis la problématique sous-jacente qu'on voit pas trop là, c'est que toutes ces étapes, elles doivent se produire dans des temps qui sont très faibles, parce que sinon l'humain peut douter même qu'il est en train de discuter avec quelqu'un qui est toujours au bout du fil. Donc nous, le délai qu'on se laisse entre le moment où la personne qui est en train de nous parler a fini de dire ce qu'elle voulait dire et le moment où le bot doit lui répondre, on se laisse environ 1 seconde. Donc c'est très très faible pour faire toute cette chaîne. Donc analyser la voix, la transcrire en intent et comprendre ce qu'il faut faire ensuite et resynthétiser la réponse. Donc vous voyez, c'est assez challenging. Donc
Ensuite, on va avoir plusieurs autres challenges qui viennent du fait qu'on est une startup, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler parce que voilà, on fait pas de, je pense que Yannis sera d'accord, on fait pas de l'IA pour faire de l'IA. On a des besoins de marché, on a des clients qui sont très exigeants. Donc nos clients déjà, ils veulent qu'on soit multilingue parce que c'est des grandes entreprises qui ont des services clients dans plusieurs pays. Ils veulent que ce soit un système, donc on appelle ça la scalabilité, un système qui puisse passer automatiquement à l'échelle. Donc qu'il y ait un client qui appelle ou des milliers de clients en instantané, il faut que ça puisse marcher. Et je peux vous assurer que, par exemple, un call center avec 1000 agents, c'est dur à gérer. Donc, quand il faut gérer 1000 agents virtuels, c'est aussi compliqué. Il y a une complexité logicielle derrière, d'infrastructure. Et puis, voilà, un dernier enjeu qui est très important et qu'il faut rappeler, c'est aussi un des aspects de mon rôle. Donc, moi, je gère toute l'architecture, mais je gère aussi la sécurité. C'est toute la privacy. Puisque l'Europe est très exigeante en termes de vie privée, et je pense que c'est une bonne chose. Et donc, il faut qu'on soit parfaitement au clair avec ces contraintes de privacy et qu'on les respecte pour nos clients. Voilà. Donc, comme on le voit, il y a beaucoup de challenges par rapport aux IA conversationnelles et particulièrement aux voice bot, aux call bot dans notre cas. Pourquoi est-ce qu'on entend parler aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler il y a 10 ans? C'est souvent une question qu'on peut se poser. Donc, vous pouvez passer à la slide d'après. Alors, déjà, pour donc dépasser tous ces défis, plusieurs éléments. Il y a le cloud, l'émergence du cloud computing et le fait que, qu'est-ce que c'est que le cloud dans notre cas? C'est le fait de pouvoir, à la demande, se voir attribuer de la capacité de calcul, de la capacité de stockage, pour laquelle on ne va payer que quand on l'utilise. Donc je vous parlais de scalabilité tout à l'heure. Donc par exemple, pour prendre des milliers d'appels en parallèle, si à un moment on a besoin de prendre des milliers d'appels en parallèle, notre infrastructure va nous coûter très cher. Mais si pendant la nuit on prend que 3 ou 5 appels en parallèle, puisque évidemment en France les gens sont couchés, c'est beaucoup plus compliqué. L'infrastructure va nous coûter cher pour rien. Donc là, le cloud vient à la rescousse en particulier de nos petites structures qui ne pouvons pas nous permettre d'avoir des coûts fixes importants. Et c'est aussi très important parce que ce qu'on voit, c'est que tous ces traitements d'analyse du langage, d'analyse de reconnaissance d'intention, même de reconnaissance d'entité, elles sont très complexes et elles demandent beaucoup de puissance de calcul. Donc voilà, ça va être très intensive en termes compute intensive, et il va potentiellement demander aussi beaucoup de besoins de stockage. Donc c'est pour ça que le cloud nous aide beaucoup. On va aussi avoir d'autres enjeux vis-à-vis de cloud. Ça va nous permettre d'accéder à des technologies complètement nouvelles. Donc pour vous donner on verra quelques exemples dans la suite, mais en gros le cloud nous met à disposition via ce qu'on appelle des API. Ça va nous mettre à disposition des ressources. Donc par exemple, pour faire du text to speech, donc vous voulez synthétiser de la voix, et aujourd'hui, pour le faire, il suffit d'appeler, c'est un peu comme si vous alliez sur Google et que vous tapiez le texte que vous voulez synthétiser. On va avoir une API, donc c'est une adresse que vous appelez sur Internet. Vous lui envoyez du texte et il vous renvoie une demi-seconde après le fichier audio qui correspond au texte que vous lui avez envoyé. Donc ça, c'est assez impressionnant et surtout très intéressant pour nos petites structures qui ont besoin d'itérer vite, parce que un des gros enjeux, c'est qu'on est sur des technologies qui sont naissantes. Donc le gros enjeu, ça va être de réussir à déployer des nouveaux produits, des nouvelles features en production le plus rapidement possible et de pouvoir en fait les tester
directement sur le marché, directement avec nos appelants, voir si ça marche. Et si ça marche pas, vite modifier ces features pour qu'elles fonctionnent mieux et qu'elles apportent de la valeur ajoutée à nos clients. Voilà. Et ensuite, au cœur de cette interface conversationnelle, on en vient au vrai sujet. On va avoir de l'IA pour traiter finalement une partie des problématiques qu'on a vues juste avant. Donc en particulier, on parle de, si on reprend un peu le process dans l'ordre, mais quand l'appelant va dire quelque chose, on va devoir analyser ce qu'il a dit en temps réel. Donc là, comme le disait et l'expliquait très bien Yanis juste avant, on va utiliser un système de speech to text qui est massivement basé sur de l'IA. Souvent c'est des réseaux neuronaux, mais il y a aussi plein d'autres technos d'IA qui le font. On va ensuite avoir, donc ça c'est tout ce qui va permettre de détecter à la fois les accents et potentiellement enlever tout ce qui est bruit de fond. On va aussi avoir au niveau de la variabilité de l'input et cette capacité que l'appelant a de donner des réponses qui sont finalement très différentes pour une seule intention. Et dans notre moteur de NLU, on va utiliser massivement de l'intelligence artificielle et donc qui va être entraîné avec la donnée spécifique, donc des données génériques à tous nos bots potentiellement. Donc par exemple Codesk pour le Natural Language Understanding et pour la classification de certaines intentions génériques va avoir des bibliothèques de phrases qui peuvent être possibles pour ces intentions. Par exemple, donner un nom de famille, confirmer certaines choses, ou au contraire les infirmer, donner une adresse. Voilà, on va avoir des bases de données génériques d'utterances, de phrases qui vont être disponibles, mais aussi on va utiliser des phrases spécifiques sur les domaines de nos clients, puisque, comme vous le savez, quand vous avez une conversation sur un sujet précis, le domaine va avoir une grande importance dans la conversation en elle-même et dans la compréhension de cette conversation. Donc voilà, si vous êtes dans le domaine du ferroviaire, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes vocabulaires, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes intentions que si vous êtes dans le domaine de la logistique et de la livraison de courrier. Donc voilà, un entraînement qui est spécifique pour chacun des domaines. Et on va aussi avoir, c'est pas marqué sur la slide, mais pour tout ce qui est des enjeux du text-to-speech, le text-to-speech se base, alors selon les technologies de text-to-speech, le text-to-speech va se baser parfois sur de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut savoir avec le text-to-speech, arriver avec du texte et le synthétiser dans un audio, c'est qu'historiquement, ça a été fait avec des acteurs qui enregistrent les voix. Donc, je pense que vous connaissez tous l'exemple de la voix de la SNCF qui a enregistré chacun des noms de toutes les gares de France. Et le système qui est en train de vous dire où est-ce que votre train va s'arrêter et les gares dans lesquelles il va s'arrêter, va prendre toutes les gares, les assembler d'une certaine manière pour que la phrase paraisse réaliste, et donc là il va y avoir des enjeux d'intonation qui vont être très forts. Donc c'est souvent pour ça d'ailleurs que les gares par exemple ou que les mots sont enregistrés avec plusieurs intonations différentes, donc des intonations montantes, des intonations constantes et des intonations descendantes, de manière à ce qu'ils puissent être positionnés à n'importe quel endroit de la phrase. Et après, quand on veut avoir des modèles de text-to-speech qui sont un petit peu plus généraux, on va demander à des acteurs d'enregistrer pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, des quantités de texte qui sont labellisées et donc desquels on va extraire des phonèmes significatifs pour
construire un modèle de synthèse vocale qui va permettre de synthétiser n'importe quel texte. Voilà. Et donc certains, maintenant, sont basés sur l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, un des points chez Codesk, c'est que donc là, on le voit, on utilise plusieurs IA à plusieurs endroits de notre système. Mais ce qu'on a remarqué, et ce que vous savez, je pense bien avec les IA, c'est que une intelligence artificielle, elle est entraînée et elle ne tire sa performance. Donc elle tire sa performance de son algorithme qui doit être bien choisi. Elle tire sa performance de certains hyperparamètres qui doivent être aussi très bien choisis, mais elle tire surtout sa performance de la donnée sur laquelle elle a été entraînée. Et donc, pour ça, en fait, je vais vous prendre l'exemple du speech-to-text, qui est un des gros enjeux chez Codesk au niveau des callbots. Il faut comprendre ce que les bots, ce que l'appelant est en train de nous dire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, donc là, on prend je vous cite un exemple qui sera un peu parlant, puisque chacun à part Apple, qui a une solution propriétaire propriétaire et pas, accessible à tout le monde, de speech to text, les trois autres GAFAM, donc Google, Amazon et Microsoft, ont leur modèle de reconnaissance vocale et de speech to text. Et donc là, ce que vous allez voir, c'est que, par exemple, en anglais, ou en américain, sur une langue de manière générale, c'est AWS, donc Amazon, qui est le plus performant. Mais par contre, quand il s'agit de faire du langage générique dans le cadre du français. Cette fois-ci, c'est Google qui va être le meilleur. Et d'ailleurs, c'est issu de notre data de prod. Ensuite, vous pouvez passer à la diapo suivante. On va avoir pour les de comprendre votre nom de famille, et le nom de famille, vous allez devoir l'épeler. Par exemple, pour épeler votre nom de famille, celui qui va être le plus performant, ça va être Azure, donc c'est Microsoft. Et enfin, sur des domaines beaucoup plus customisés et sur des mots très spécififiques, là ça va être, là en l'occurrence, ça va être un speech to text plus maison. Ça va par exemple être le speech to text qui va se baser sur la techno de Firefox, donc Deep Speech, qui va nous permettre d'obtenir les meilleurs résultats. Donc ce que vous voyez, c'est que même si on parle d'une IA pour résoudre le problème du speech to text, en fait une IA, elle est pas suffisante et c'est pas elle qui aura forcément, choisir une IA, c'est compliqué. Et donc en fait, ce qu'on va faire chez Codesk et ce qu'on fait actuellement, c'est d'utiliser donc une approche best of breed. Donc en fait, on va combiner les résultats de tous ces fournisseurs. Et donc on en utilise d'autres. Donc là on vous a cité que les plus connus. Donc on va combiner les entrées de tous ces fournisseurs, on va les challenger en temps réel pour savoir laquelle est la plus appropriée, laquelle a le plus de chances de matcher avec ce qui est en train de nous dire l'appelant, pour, de manière dynamique, réussir à comprendre le mieux possible l'utilisateur. Donc là, on va plutôt parler d'IA avec un S. Voilà. Merci pour avoir été un peu vite sur la slide, c'était pas très bien formaté. Donc voilà, pour enchaîner, donc là on a parlé de cette, je parle un peu de cette approche best of breed et des IA qu'on utilise dans notre système. Et là, ce qu'il faut pas oublier, et je pense qu'on est complètement aligné avec Yanis sur ce point, c'est que il y a toujours de l'humain derrière nos intelligences artificielles. Pourquoi ? Donc, vous pouvez passer à la slide suivante et tout dérouler.
Voilà. Donc déjà d'une part, pour la gestion du dialogue, donc nous, alors c'est nos contraintes de métier aussi qui le veulent. On utilise une approche humaine. On va pour dessiner le dialogue qu'on va avoir avec l'appelant. Parce que quand on va discuter avec Enedis, quand on va discuter avec La Poste, eh ben, ils ont envie de savoir exactement ce qui va être dit à chaque phrase de leur bot. Et voilà, il faut pas qu'il y ait d'impair. On peut pas utiliser du natural language, de la natural language generation pour la gestion de dialogue. C'est pas envisageable en tout cas pour le moment. Et on est sur ce qu'il faut aussi voir, c'est que ça n'a pas d'intérêt d'utiliser une intelligence artificielle puisqu'on est sur un nombre de cas d'usage pour nos bots qui est relativement restreint. Et donc, utiliser l'intelligence artificielle, souvent, ça a un intérêt quand on doit faire les choses à l'échelle, quand on doit produire des grandes quantités d'analyse ou de données ou d'analyser les choses en temps réel. Voilà, là on est sur la gestion du dialogue, on est sur des temporalités qui sont complètement gérables par l'humain. Donc on va privilégier l'approche humaine dans ce cadre-là. Ensuite, on va utiliser l'apprentissage supervisé. Voilà, donc vous savez qu'il y a plusieurs technologies au niveau du machine learning en particulier. On peut faire de l'apprentissage non supervisé ou de l'apprentissage supervisé ou semi-supervisé. Donc là, nous, on va être chez Codeless complètement sur de l'apprentissage supervisé. Donc à chaque fois qu'une réponse n'a pas été comprise par l'appelant, il y aura systématiquement un humain qui va passer derrière pour dire dans quelle catégorie devait tomber cette réponse et pourquoi. Parce que l'apprentissage supervisé va se faire sur du texte, puisque là on parle de reconnaissance d'intention, donc on est vraiment dans le NLU. Or, les inputs qui peuvent nous être envoyés par les ASR peuvent être parfois très très bruités. Ce qui fait qu'avec un apprentissage semi-supervisé, donc dans le contexte où, par exemple, vous étiez en train de dire votre nom au bot, un bus est passé derrière vous, le bot, il y a eu tellement de bruit ou quelqu'un a parlé à côté, le bot n'a pas compris, il vous a redemandé une deuxième fois. Cette fois-ci, il vous a bien compris. Donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est maintenant, on va prendre la première phrase que vous avez, qu'on avait comprise, et on va la labeler avec les inputs qui ont été compris au deuxième tour. Et ça, c'est une approche qui ne marche pas parce que, effectivement, on peut avoir en sortie de notre système de speech to text au premier tour une sortie qui est complètement bruitée. Et à ce moment-là, on veut surtout pas que cette sortie bruitée rentre dans notre modèle de Natural Language Understanding pour éviter de faire des faux positifs dans les interactions que le bot aurait dans le futur. Voilà. Et ensuite, le dernier point, très important, ce que nous, on va appeler la CX, donc on parle de callbot, c'est ce qu'on appelle la Caller Experience. Et la Caller Experience, c'est un peu la clé de voûte de cette IA ou de ces interfaces conversationnelles. Comme l'UX, donc la User Experience, est particulièrement importante dans le cadre du web. Là, la Caller Experience va être particulièrement importante dans le cadre des interfaces conversationnelles, puisque en fonction des questions qu'on va poser, en fonction du dialogue qu'on va faire, les réponses de nos appelants vont être différentes, et donc on va avoir plus ou moins de difficultés à les parser. Et comme vous le savez, quand vous posez des bonnes questions, vous avez des bonnes réponses. Et nous, c'est à peu près la même chose avec la CX. Quand on pose des bonnes questions à nos clients, on a aussi des bonnes réponses. Et donc souvent, plutôt que d'aller développer ou intégrer des IA très compliquées, quelquefois, juste en changeant un peu la formulation, on peut avoir des interactions qui se passent beaucoup mieux. Voilà. Vous pouvez passer à la suite. Voilà. Et donc, pour vous parler un peu et vous donner un aperçu des enjeux de demain en termes en tout cas nous, de ce qu'on voit chez Codeless en termes d'interface conversationnelle.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir dessiner pour la suite? Vous pouvez passer à la suite. C'est... Voilà. Donc... C'est pas très beau. Donc plusieurs choses. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que les IA, enfin les interfaces conversationnelles, je vous mettais dans le petit schéma au début, elles sont toujours connectées à des bases de données. Et il ne faut pas oublier que ces bases de données, ces bases de connaissances, c'est un élément crucial de ces interfaces. Donc en fait, on va chercher, en particulier chez Codedesk, et c'est d'ailleurs ce que font Amazon avec Alexa, mais aussi Google avec le Google Home, et ben de s'intégrer plus en profondeur dans l'écosystème et donc donner la capacité aux personnes qui programment ces intelligences et ces interfaces d'interagir avec les bases de données qu'ils ont à leur disposition. Donc nous, dans notre cas, ça va être le logiciel de gestion client, donc ce qu'on appelle le CRM. Donc là, typiquement, par exemple, Salesforce, qui va être le logiciel de gestion des clients. Mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être interagir avec une API qui donne la météo aussi, par exemple, si l'utilisateur nous demande quel temps il fait. Voilà. Donc notre idée, ça va vraiment d'être connecté au maximum avec les écosystèmes dont on fait partie. Et voilà, il faut vraiment qu'on la mette plus au centre des systèmes d'information. Et c'est ça la clé, c'est ça qui la rendra d'autant plus intelligente parce qu'elle pourra indexer beaucoup plus de use case. Ensuite, toujours l'apprentissage plus rapide et performant. Et le corollaire de ça, c'est aussi de pouvoir comprendre mieux les interactions. On a des taux de compréhension chez Codedesk qui sont très élevés puisqu'on arrive à être jusqu'à 95% de compréhension sur les intentions et sur sur les entités on est au-delà de 80%. Voilà, mais voilà, on aimerait toujours faire mieux, on aimerait toujours entraîner nos bots plus vite. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire mieux avec moins d'exemples? C'est aussi la question qu'on se pose. Et enfin, comment est-ce qu'on peut permettre d'avoir des interactions plus riches? Voilà, on fait de l'informatique, on essaye de recueillir le maximum de données des interactions qu'on a. Et voilà, on peut penser à plusieurs procédés, la biométrie vocale qui nous permet d'identifier un appelant grâce à son empreinte vocale. Aussi l'analyse de sentiments qui peut avoir de l'intérêt pour certains clients. Et donc adapter notre caller experience. C'est toujours le leitmotiv, l'adapter différemment avec toute cette data. Voilà. Et donc pour finir un peu ce point et avant de passer aux questions, voilà, vous pouvez passer à la suite. Si on devait conclure, on parle pas vraiment. J'avais commencé la conf en demandant si l'IA était la brique manquante finalement qui permettait de développer ces voicebots, ces callbots, ces interfaces vocales. Oui, c'est une brique manquante, mais est-ce que c'est l'IA ou est-ce que c'est les IA qui nous permettent de le faire? Voilà, donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'écosystème bouge. Voilà, c'est aussi les améliorations dans le domaine du cloud, la disponibilité des informations qui nous permet d'améliorer tout ça. Et c'est ce qui nous permet au quotidien de développer des meilleurs produits et surtout de servir un nombre de clients qui est toujours plus grand avec les jours qui passent. Je vous remercie pour votre attention et donc, je pense que je vous laisse la parole à Cryptosphère. Merci Damien. Donc maintenant, est-ce que vous avez des questions, que ce soit pour Damien ou Yanis? On a une question de Louis. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation qui m'a fort intéressé sur ce domaine que j'avais déjà un petit peu creusé de mon côté
dans les études autour de l'IA. Et je voulais vous demander, au niveau de l'intérêt autour de vos solutions, est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par toutes les solutions au niveau de la voix que vous proposez? Alors, bah, je peux. Allez-y. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais reprendre le micro. Voilà. Alors, oui, alors il y a plusieurs aspects sur cette question. Donc, pour parler uniquement de Codedesk, puisque c'est notre marché, donc oui, le service du centre d'appel et le service de la relation client est très intéressé par ces solutions parce qu'ils permettent de simplifier les interactions et surtout en fait de donner aux conseillers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc voilà, on parle d'automatisation de certaines tâches. On n'est pas en train de remplacer le travail des conseillers. En fait, on leur donne aussi du travail qui a plus de valeur et on leur permet de se focaliser aussi sur leurs clients. Et de manière plus intéressante. Donc oui, on sent une traction de ce côté-là. Gartner a publié des études qui, donc dans le cadre de la relation et des centres de contact, qui nous disent que donc il y a deux vagues au niveau des call centers. Donc il y a beaucoup de call centers qui pour l'instant sont localisés ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire qui ont leur système sur site. Donc la première vague d'automatisation, c'est de passer tous ces systèmes sur site dans le cloud, et on l'a bien vu avec le confinement, et le confinement a beaucoup accéléré ce phénomène. Et après, il y a une seconde vague qui est justement ce qu'on appelle le Cognitive Customer Center, Customer Service, qui va justement intégrer cette IA, et cette vague, et c'est vraiment une vague qui risque d'arriver dès l'année 2021 ou 2022. Donc voilà, les analystes sont assez optimistes sur ces tendances de l'IA et en termes d'automatisation. Alors, on a une autre. Une question de Quentin pour Yanis. Il demande comment avez-vous réussi à implémenter votre modèle? Est-ce de l'open source? Et avez-vous codé des bouts importants vous-même? Alors oui, donc pour répondre à la question, donc il y a une partie d'open source qu'on trouve assez facilement, mais la très grande majorité, c'est des choses qu'on a codées nous-mêmes. C'est là donc les chercheurs dont je parlais sont intervenus. On a travaillé avec eux pour adapter un petit peu nos modèles, pour savoir également quelles données utiliser, parce que comme l'expliquait très bien Damien, le gros enjeu c'est également les données et choisir les bonnes données, des données pertinentes. Donc il y a un certain nombre de données open source, en plus donc des algorithmes et des modèles, mais il y a également donc tout un enjeu de créer ses propres bases de données, et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, et on peut utiliser des algorithmes open source avec des bases de données propriétaires, ce qui permet donc d'obtenir des performances meilleures. Et c'est ce qu'on fait principalement aujourd'hui. D'accord, merci Yanis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je pense que vous étiez vraiment clair et pertinent sur vos présentations. Donc, je tenais d'abord à remercier nos intervenants. Donc, on le rappelle, Damien Gallet et Head of Security à Codedesk, puis Yanis Telissen, cofondeur de VocaCoach, qui nous ont délivré des belles présentations. Et merci à vous qui avez pris du temps pour nous écouter. Donc, nous avons également Merci beaucoup à de Quentin qui nous dit que c'était très clair. Je vous remercie d'avoir suivi la présentation jusqu'au bout. Voilà. Ainsi que toutes les autres personnes qui ont suivi la présentation. Merci à vous. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir couper. Si tout le monde a posé les questions qu'il souhaitait poser. Merci beaucoup et bonne soirée.